Chers élèves, bonjour et bienvenue dans les séances de la vie et de la terre destinées au tronc commun lettres et sciences humaines et aussi tronc commun enseignement originel. On commence par la première partie intitulée L'eau, source de la vie. La première unité, exploitation et pollution d'eau. Et on commence par le premier chapitre intitulé La surexploitation de l'eau. L'eau est indispensable à la vie. Sans elle, il n'y aurait aucune vie possible sur Terre. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour exister. Mais la croissance démographique et l'augmentation du niveau de vie et l'apparition des industries qui consomment beaucoup d'eau mèneront à la surexploitation de l'eau. Question: quelles sont les ressources en eau dans le monde? Quels sont les aspects de la surexploitation de l'eau et quelles sont les mesures pour préserver les ressources en eau? Comme vous voyez ici, l'eau se trouve dans la nature sous plusieurs formes ou états. Il y a l'état solide représenté par les glaciers, la glace et les pôles et les neiges. La glace des pôles et les neiges, l'état liquide représenté par les océans et les nappes phréatiques et les lacs, etc. Et l'état gazeux représenté par la vapeur d'eau atmosphérique. Donc, trois états, l'état solide et l'état gazeux et l'état liquide. Le passage de l'état solide vers l'état liquide s'appelle la fusion. Et l'inverse, c'est-à-dire le passage de l'état liquide vers l'état solide, s'appelle la solidification. Le passage de l'état solide vers l'état gazeux s'appelle la sublimation. Et l'inverse s'appelle la condensation. Et le passage de l'état liquide vers l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Et l'inverse s'appelle la liquéfaction. Donc l'eau dans la nature se trouve sous plusieurs ou différentes formes. Il y a les mers et les océans qui sont représentés par 97,2%. Les eaux souterraines, ou ce qu'on appelle les nappes phréatiques, représentent 0,6%. Les glaciers et les calottes glaciaires représentent 2,1%. Et les eaux de la surface, c'est-à-dire les lacs, les rivières et les fleuves représentent 0,01%. Et l'eau atmosphérique représente 0,01%. Et enfin, l'eau de la biosphère est représentée par une très faible quantité, estimée à 0,0005%. La majeure partie de l'eau douce est stockée dans les glaces, des pôles et les glaciers. Cette forme de stockage intervient peu dans l'approvisionnement en eau de l'homme, c'est-à-dire il est non utilisable pour l'homme. On voit ici une comparaison entre l'eau salée et l'eau douce. Comme vous voyez ici, l'eau salée représente la majeure partie, estimée à 97,8%, et l'eau douce seulement 2,8%. L'eau douce a son rôle, se répartit sous plusieurs formes. Les glaces et les neiges représentent 68,9%. Les zones humides représentent 0,9%. Et les eaux souterraines représentent 29,9%. Et les lacs et les rivières représentent 0,3%. Le plus grand réservoir d'eau douce existe sous forme de glace polaire et elle descend vers les océans. Il se mélange avec les océans et elle ne reste à la disposition de l'homme que 1%. Alors, quelle est l'importance de l'eau dans la vie des êtres vivants? Comme vous voyez ici, l'eau intervient dans la composition
de l'homme contient 65% d'eau. Un homme adulte de 70 kg représente 65% d'eau. Ces organes aussi sont constitués par l'eau. Les poumons représentent 80% d'eau. Le sang, 86% d'eau. Les muscles, 75% d'eau. Le cerveau, 75% d'eau. La peau est constituée de 70% d'eau et le squelette, 22% d'eau. Les autres êtres vivants aussi sont constitués d'une grande partie d'eau. L'eau est le principal constituant des êtres vivants et l'élément indispensable à toute forme de vie. Sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, simple ou complexe, petit ou gros, ne peut vivre. L'homme perd en moyenne 2 litres d'eau par jour, 0,5 litres par la transpiration, 0,5 litres par la respiration et 1 litre environ par les urines. Donc pour compenser ces pertes, l'homme doit absorber en moyenne 2 litres d'eau par jour. Il les trouve dans les boissons et les aliments. Alors, quelle est l'importance de l'eau dans la vie quotidienne de l'homme? L'eau intervient dans le 3 secteurs. Le secteur domestique par 8% et le secteur agricole 70% et le secteur industriel 22%. Le secteur domestique comprend généralement les utilisations domestiques et municipales ainsi que l'utilisation commerciale et gouvernementale de l'eau. Le secteur industriel comprend généralement l'eau utilisée pour le refroidissement des centrales électriques et la production industrielle. Le secteur agricole comprend l'eau pour l'irrigation et l'élevage. Alors, l'usage domestique se répartit en 7% pour l'alimentation et 93% pour l'hygiène et le nettoyage. Vous voyez ici que le sanitaire, par exemple, représente 20% et le bain-douche représente 39%. Donc, par leur fréquente utilisation, les toilettes consomment à elles seules 20% de l'eau des ménages. En revanche, l'eau utilisée pour la boisson ne représente que 1% de la consommation. Pour l'usage industriel, par exemple, pour fabriquer un automobile, il faut 10 000 litres d'eau. Pour fabriquer 1 kg d'aluminium, il faut 1250 litres d'eau. Pour fabriquer 1 kg de papier, il faut 20 litres d'eau. Donc l'eau est un élément indispensable dans l'industrie. Dans le secteur agricole, l'eau aussi est très indispensable. Par exemple, pour fabriquer 1 kg de coton, il faut 10 000 litres. Pour fabriquer 1 kg de riz, il faut 4 500 litres, etc. Donc, la croissance démographique et l'augmentation du niveau de vie et l'amélioration du niveau de vie aboutit à une consommation excessive d'eau et ce qu'on appelle une surexploitation d'eau. Alors, quels sont les aspects de cette surexploitation d'eau? On voit ici que, en passant de 1920 vers l'année 2000, il y a une élévation ou augmentation de la quantité d'eau consommée. Cette augmentation n'est pas la même entre les continents. On voit que l'Asie est la plus
la plus grande quantité consommée se trouve dans l'Asie. Donc, la population mondiale augmente entre 1900 et 2015, ce qui induit à une augmentation de la consommation annuelle moyenne d'eau par habitant, et aussi il y a une augmentation des besoins annuels d'eau des ménages. Aussi, les besoins annuels d'eau par habitant dans certains pays se diffèrent, parce que, par exemple, les États-Unis, il y a une très grande quantité d'eau consommée, suivi par la Suisse, suivi par la Jordanie, par le Ghana. Donc, la consommation annuelle d'eau par habitant se diffère selon le niveau de vie et les pays, est-ce qu'ils soient développés ou non. Le demande en eau augmente à l'échelle individuelle, continentale et mondiale. Le continent asiatique est ainsi le plus gros consommateur d'eau mondial. On peut expliquer cette augmentation par la croissance démographique, l'élévation et la transformation des modes de vie et les changements climatiques. Donc on voit ici qu'il y a toujours une difficulté à l'accès à l'eau potable dans certains pays les moins développés. Quelques données sur la consommation quotidienne d'eau par habitant. La consommation quotidienne moyenne d'eau par habitant dans les pays en développement est d'environ 50 litres, alors que ce taux atteint 500 litres dans les pays développés. La quantité d'eau utilisée par chaque Marocain varie entre 8 et 120 litres selon le mode de vie et la nature de l'environnement rural ou urbain. Le taux de la population rurale lié au réseau d'eau potable est estimé à environ 50%. Et 2,2 millions d'habitants ne disposent pas de points d'eau, ni de réservoirs pour l'eau de pluie, et doivent parcourir une distance de 7 km en moyenne pour obtenir de l'eau. Quelques aspects de gaspillage d'eau à la maison. La chasse à eau. Chaque fuite de la chasse à eau signifie une perte de 100 mètres cubes d'eau potable par an. Dans l'eau douche, toutes les fuites du robinet, goutte à goutte, signifient 500 mètres cubes d'eau douce sont perdues chaque année. Et par les fissures, une perte de 150 mètres cubes d'eau douce par an. Alors, comment rationaliser l'utilisation d'eau? Quelques mesures. Premièrement, j'économise l'eau du robinet. Je coupe donc l'eau du robinet lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main. Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu'à 120 litres d'eau par jour. Il est donc important de vérifier régulièrement l'état de vos robinets. Deuxièmement, j'économise l'eau pour ma toilette. Il vaut mieux prendre une douche qu'un bain, car ce dernier consomme 2 à 5 fois plus d'eau. Et je choisis un lave-linge écologique, une machine à laver écologique. Les lave-linges de classe A sont écologiques. Elles permettent aujourd'hui de réduire la consommation d'eau à 50% et aussi d'électricité à 44%. Je récupère les eaux de pluie. L'eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas de l'eau potable. J'arrose mon jardin de manière économique. Pour diminuer la consommation d'eau de votre jardin, il suffit d'arroser juste ce qu'il faut, ne pas arroser tout le temps durant toutes les périodes, arroser plutôt le soir et laisser sécher entre les deux arrosages et envisager un arrosage programmé et arroser juste les racines.
J'utilise moins d'eau pour laver ma voiture. Laver sa voiture représente une importante consommation en eau, soit environ 200 litres en moyenne. Aujourd'hui, il est possible d'avoir recours à un lavage sans eau pour laver sa voiture à domicile, notamment en utilisant des produits biodégradables ou dans des stations spécifiques de lavage sans eau. J'opte pour un système de chasse d'eau à deux débits. Ce système de chasse d'eau permet de réduire le débit de 15 litres par jour. Si vous n'en avez pas, il vous suffit de placer une bouteille d'eau remplie de sable dans le réservoir de la chasse d'eau de vos toilettes. Cela vous permettra de réduire votre consommation d'eau de toilette de 50%. On passe à la consommation d'eau dans le domaine agricole et industriel. Les zones irriguées constituent 18% de la superficie cultivée dans le monde et elles consomment 69% de l'eau continentale. La superficie des terres agricoles au Maroc est de 9 millions d'hectares, dont 11% sont irrigués. On voit ici l'évolution des secteurs agricoles et industriels et domestiques selon les années de 1900 vers 2025, c'est une estimation bien sûr. Donc on voit une évolution et il y a une différence entre l'évolution de secteur agricole et industriel et domestique et la plus grande évolution représentée par le secteur agricole. Aussi, on voit une évolution des cultures irriguées par rapport aux cultures pluviales. Donc, à l'échelle mondiale, l'agriculture est le secteur qui consomme le plus d'eau, 70%. La superficie des terres irriguées a beaucoup augmenté pour faire face à l'accroissement de la population et des besoins alimentaires. La consommation mondiale d'eau pour l'agriculture a été multipliée par 6 entre 1900 et 1980. Par la suite, cette consommation ne cesse pas à augmenter. On peut expliquer cette évolution par l'augmentation des surfaces irriguées, par l'augmentation d'industrialisation et urbanisation et par l'augmentation des besoins secondaires liés au confort de la vie dans les pays dits riches. On voit ici trois manières au mode d'irrigation. Il y a l'irrigation goutte à goutte et l'irrigation par aspersion et l'irrigation par canaux. Donc il faut choisir la manière qui consomme peu d'eau. Et bien sûr, la manière qui consomme peu d'eau, c'est l'irrigation goutte à goutte. Utilisation d'eau dans le domaine industriel. Environ 23% d'eau continentale est consommée dans le secteur industriel. L'eau a plusieurs utilisations car elle est un élément indispensable dans la fabrication de plusieurs produits, est un élément dissolvant, est un élément réfrigérant des installations industrielles, est un élément pour le lavage, pour l'élimination des déchets et aussi pour le transport des produits. Quelques mesures pour réduire la consommation d'eau. Dans le domaine agricole, il faut récupérer l'eau de pluie dans des barils ou des réservoirs beaucoup plus volumineux. Veuillez à ce que le système d'irrigation arrose seulement les racines des plantes et établir un horaire d'irrigation en fonction d'évapotranspiration et des précipitations. Quelques mesures dans le domaine industriel. Faire un entretien préventif et signaler et réparer immédiatement les fuites.
réutiliser l'eau peu polluée pour les premiers rinçages, adapter les processus de lavage et de rinçage aux besoins et investir dans des installations d'économie, réducteurs de pression, procédés économes en eau, procédés qui permettent de réutiliser l'eau plusieurs fois et promouvoir l'utilisation d'eau de pluie pour les sanitaires. Bilan, donc on a vu que la Terre est appelée la planète bleue car c'est la seule planète du système solaire qui possède d'énormes quantités d'eau, car les 3/4 de sa superficie sont recouverts d'eau. L'eau existe dans la nature sous 3 états, l'état liquide et l'état solide et l'état gazeux. Et le passage d'un état à l'autre se fait suivant la température et la pression et aussi le vent. Le plus grand répertoire d'eau douce se présente sous forme de glace polaire et elle descend vers les océans et elle ne reste à la disposition de l'homme que 1%. L'eau est le composant principal et le plus abondant des organismes végétaux et animaux. Les utilisations de l'eau par les ménages sont variées, en constante augmentation et sont liées au mode de vie, c'est-à-dire l'amélioration et l'augmentation du mode de vie amènent à une augmentation aux besoins d'eau et augmentation de la consommation d'eau. L'eau douce est répartie de manière inégale et irrégulière entre les pays du monde et ses habitants. On a vu que les pays moins développés ou en voie de développement trouvent des difficultés pour arriver à l'eau potable. Et l'augmentation de l'irrigation excessive en non réglementée des cultures irriguées a conduit à une augmentation de la consommation d'eau et à la perte d'énormes quantités de celle-ci. Dans le domaine industriel, les besoins en eau se sont multipliés 20 fois du fait du développement des activités industrielles qui consomment l'eau de différentes manières. La bonne gestion de l'eau douce contribue à l'économie et à la préservation de cette matière vitale. Donc, on a vu que l'eau est un élément indispensable à la vie. Elle entre dans la composition de tous les êtres vivants. Sans eau, on ne peut pas vivre. Donc, il faut préserver et consommer cet élément indispensable d'une manière rationnelle et éviter de polluer cet élément indispensable à la vie. La pollution sera l'objet ou le sujet de la leçon prochaine, Inch'Allah, et merci.